Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire, ça va être sport aujourd'hui, je te préviens, c'est un événement mondial. Et chaque été, vous savez qu'il rythme le quotidien de l'Hexagone. Le Tour de France s'apprête une fois encore à faire sensation. La Grande Boucle qui chaque année met en lumière notre jeunesse, avec le très convoité maillot blanc, 50 ans ça se fête, avec un concours un petit peu spécial à la clé. On vous dit tout ça dans un instant. Le tour qui roule pour la jeunesse avec bon nombre d'actions éducatives, comme des heures de soutien scolaire ou encore la dictée du tour. On passera bien évidemment toutes ces initiatives en revue. Il y aura une loupe et la loupe c'est avec Alix. Oui, et direction les Côtes d'Armor où je vous fais découvrir une initiative qui tend à faire découvrir le cyclisme sur piste aux plus jeunes. Roulez jeunesse, on y va. Bonjour Bruno Sancier, comment allez-vous? Bonjour, je vous remercie, ça va pas mal. Merci, directeur de la marque Chris. On fait des lunettes? Des lunettes et puis des appareils auditifs. Pas seulement, et des appareils auditifs, effectivement. Thomas Cariou, bonjour. Bonjour. Directeur RSE chez Amaury Sport Organisation, ASO pour les intimes. ASO, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas? Vous organisez quoi? ASO, des petits événements, il me semble. Dimanche dernier, c'était le marathon de Paris et Paris-Roubaix. Et sinon, c'est évidemment très connu pour organiser le Tour de France masculin et féminin au mois de juillet et une cinquantaine de courses à l'international. Ouais. Commencer par le Dakar. À commencer par le Dakar, au mois de janvier, oui, la Mecque du Rallye Raid en Arabie Saoudite, et évidemment le Tour au mois de juillet. Et effectivement, le Tour au mois de juillet avec... alors, je me retourne vers vous, effectivement, Bruno. Le maillot blanc, vous, ça fait plus d'une dizaine d'années, 11 ans, je crois, pour être exact, que Chris s'engage auprès du maillot blanc. 50 ans de maillot blanc, alors c'était par intermittence. Que représente déjà le maillot blanc pour ceux qui ne connaissent pas le Tour de France? Le maillot blanc, en effet, merci de le souligner, on est partenaire de ce maillot blanc chez Chris. Le maillot blanc, c'est le meilleur jeune au classement. Voilà, c'est un classement sportif. C'est ça, parce qu'il y a le classement général avec tout le monde. Et puis, tu as le classement pour les jeunes. Voilà, il y a 4 maillots distinctifs, dont le maillot blanc qui valorise le meilleur jeune au classement chaque année. Et effectivement, dans quelle mesure il compte ce maillot blanc chaque année, encore une fois, pour ceux qui suivent le Tour? On a toujours un œil sur le maillot jaune, le vert, effectivement, mais le blanc... Il y a un attachement particulier parce que c'est encore une fois c'est souvent la relève. Ah oui, quand vous voyez les noms des vainqueurs, les derniers, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, le dernier, ouais. voilà, ce sont des noms qui comptent, ce sont des noms qui ensuite parfois gagnent le Tour de France, voire gagnent la même année le Tour de France, parce qu'on a une nouvelle génération de coureurs très forts qui émergent beaucoup plus tôt qu'avant. Donc le maillot blanc, oui, c'est déjà des cadors. Avec parfois aussi, on a pu compter sur des Français qui ont remporté ce maillot blanc? Oui, alors malheureusement pas ces dernières années, mais on espère qu'on aura une relève qui pointera, parce que c'est certain que le dernier vainqueur français du Tour de France, c'est Bernard Hinault en 1985. Donc voilà, qu'on ait une relève qui commence par gagner le maillot blanc et ensuite pourquoi pas gagner le maillot jaune. C'est comme avec le tennis, hein, avec Roland Garros, ça commence un petit peu à dater. Pourquoi vous avez souhaité miser effectivement sur la jeunesse concernant le Tour de France, qui est, on le sait, le Tour de France, un événement avec un rayonnement véritablement mondial? Absolument, parce que ça nous ressemble, tout simplement. Quand on fait du partenariat, on cherche notamment à faire ce qu'on appelle un transfert de valeur. On voulait être un partenaire majeur. Le maillot blanc était disponible et il nous va bien parce qu'en fait, nous, chez Chris, on est une coopérative qui est engageant et qui valorisons l'entrepreneuriat. Donc on soutient déjà nous-mêmes beaucoup nos jeunes opticiens à rentrer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. On parle de combien d'opticiens d'ailleurs? On parle de 5000 opticiens en France. D'accord. Chez Chris, premier employeur de France. D'accord. Alex. Et quelles sont les retombées d'un tel partenariat en 10 ans? C'est les retombées de notoriété, tout simplement. C'est des retombées d'image également, parce que ça nous permet de faire passer quelques messages et autour de la santé visuelle et auditive, parce que au-delà d'être partenaire sur un maillot, on va en parler autour de la jeunesse, mais c'est aussi l'occasion, à travers un dispositif comme le bus de la vue et de l'audition, de faire du dépistage gratuit. Pour les yeux et les oreilles, pour des associations et tout le public qui vient voir. Donc, il suit les étapes Absolument, il suit les étapes dans des fan parks. Et là, il y a un certain nombre de publics qui est invité gratuitement à venir se faire dépister. Parce qu'il y a l'aspect, bien sûr, compétition. Effectivement, c'est une course, elle est suivie dans le monde entier. Dans combien de pays vous retransmettez? 190. Et il y a toutes ces dimensions, il y a toute cette atmosphère. J'ai eu la chance de participer, d'aller voir ça de près, effectivement.
pas que la caravane, bien sûr la caravane publicitaire, mais une ambiance particulière sur le Tour de France quand même. Oui, le Tour, c'est la plus grande course cycliste du monde, mais c'est bien plus qu'un simple événement sportif. C'est un événement festif, populaire, vous l'avez dit, les animations sont gratuites. Venir voir passer le Tour sur le bord de la route, c'est gratuit. Participer aux animations comme le bus de la vue que vous avez détaillé, c'est gratuit. Donc cet aspect populaire, il est très fort. Les gens viennent en famille, les gens viennent entre amis. C'est la fête, il y a la caravane du Tour que les gens attendent avec impatience, parce que souvent le public vient des heures avant le passage des coureurs. Donc oui, il y a évidemment le clou du spectacle, c'est le passage de la course, mais en amont, c'est une journée de fête. Alors, 50 ans de maillot blanc et du coup un concours un petit peu spécial cette année? Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Vous faites référence à l'étape en blanc, vous faites référence à quoi? L'étape en blanc, j'allais venir. On peut commencer par ce que vous voulez, mais c'est vrai que je pensais plutôt à la charte graphique, effectivement, ouais. et de ce concours que vous lancez pour qu'un jeune, effectivement, puisse illustrer le fil et rouge, mettre sa c'est la patte. jeunesse. Le fil rouge, c'est la jeunesse. Vous avez raison, et on essaye en effet d'activer et j'ai envie de dire, de nourrir cette idée. Et cette année, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a fait en effet un concours. On a lancé un concours sur les réseaux sociaux auprès d'écoles de graphisme afin qu'ils nous illustrent notre dossier de presse. Voilà, c'est une manière supplémentaire de mettre à contribution la jeunesse et de montrer leur talent. On a envie de les mettre à l'honneur, c'est un peu la fil rouge. C'est-à-dire qu'ils vont devoir créer un logo, vont devoir on a eu des dizaines de imaginer candidatures, absolument. Ouais. On a retenu qui correspondait un peu plus au brief que l'on avait fait. Et puis désormais, il y a un jeune qui va dessiner notre dossier de presse, qui va le codifier. Vous en recevrez sûrement un s'il vous plaît. Dans quelques semaines. Et vous verrez leur talent. Il faudra une culture vélo pour... Absolument pas. D'accord. Une culture vélo, culture graphiste. Culture graphiste. Mais c'était quoi le brief alors? Fallait que ça... Le brief, c'était de représenter à la fois les valeurs de Christ, les valeurs de la jeunesse, et tout ça dans une contrainte d'un dossier de presse. Et comment s'est fait le choix? Sur quels critères? Il y a à la fois des experts RP, des experts de l'agence graphique qui ont été séduits. Il y a un peu de subjectivité, forcément, quand on fait du graphisme. Mais, donc là, la sélection a été faite. La sélection a été faite, ouais. Voilà, travail en coulisses maintenant pour débriefer. La pression, on attend maintenant le dossier de presse avec impatience. On sait que ce sera un dossier de presse de 2025, véritablement pas comme les autres. Il y a aussi l'étape en blanc. En quoi ça consiste? Alors l'étape en blanc, je voudrais juste revenir sur la jeunesse pour expliquer le pourquoi finalement, parce que c'est une question, l'étape en blanc, on va être à la 4e année cette année. Et c'est une réflexion post-Covid. On s'est dit, OK, on est partenaire du Tour, on est partenaire du maillot blanc. Nous, on n'a pas un gros impact sur le résultat sportif. Comment Chris peut traduire finalement cet engagement auprès de la jeunesse? Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché. Donc c'est quoi l'étape en blanc? On s'est rapproché d'une association qui s'appelle la FEV, l'association de la Fondation des étudiants pour la ville, qui est une association formidable, dont le directeur général d'ailleurs vient de recevoir la Légion d'honneur pour vous dire de son engagement depuis 30 ans. La FEV, en fait, et c'est également l'occasion d'interpeller vos étudiants. On en a parlé dans cette émission. Vous en avez parlé déjà. Donc c'est du mentorat. Voilà. Des jeunes étudiants donnent de leur temps, au moins 2 heures par semaine, pour aider un écolier, un collégien, un lycéen, et pour lui proposer de le remettre en confiance. Tout simplement. Je crois que c'est comme ça qu'en fait Christophe Paris définit la mission de la FEV. C'est du scolaire, mais pas que. C'est du culturel, c'est du partage, c'est de sortir de son quartier, etc. Et on aime cette idée-là, vraiment. Et quand on sait que finalement l'échec scolaire commence, c'est là où on a fait le lien avec notre métier, commence même quelquefois avec des problèmes de yeux. On voit, quand on voit pas grand-chose au premier rang et qu'on est derrière et qu'on n'arrive plus à suivre, on s'est dit ça nous ressemble pas mal, cette vocation. Donc, ça, en fait, c'est sous-estimé, ça, justement? Pardon? Les problèmes... J'ai pas les chiffres, mais en effet, ça a été estimé. En effet, qu'un gros problème d'orthographe vient souvent, en fait, d'un problème de vision. Et quand, dans certaines catégories professionnelles, vous ne pouvez pas avoir accès au dépistage, qui n'est plus du tout systématique comme il était à l'école il y a encore quelques années, où on passait systématiquement la thèse d'acuité, c'est fini. Donc nous, on propose en l'occurrence ces dépistages pour cette raison-là. Eh bien, bref, ça se traduit sur cette opération de cette manière-là, et on remet un chèque en effet à la fin de l'étape en blanc à la FEV pour les soutenir dans leur développement régional et qu'ils ouvrent d'autres quartiers. Donc l'étape en blanc, c'est un peu long. Mais c'est important. C'est important. Mais avec ça, vous savez combien de jeunes vont être combien d'heures de aidés? soutien?
ça ne se compte pas forcément en nombre de jeunes, ça permet vraiment, c'est comme ça qu'ils mettent cette contribution, ça leur permet d'ouvrir d'autres quartiers. Alors, dans un quartier, ça peut être très rapidement, pour l'année d'après, 150, 200 jeunes. D'accord. Un quartier, une ville, un accord avec une mairie. Donc, les investissements sont à la fois directement sur ces jeunes, mais à la fois là où on les accueille, potentiellement. Comment vous travaillez justement avec vos jeunes, avec vos partenaires, pardon, à force de parler de jeunesse, Thomas Calot, avec vos partenaires, qui sont jeunes d'ailleurs, pour mettre en valeur justement cette jeunesse, pour avoir cette dimension sociétale? Nous, on accueille évidemment très favorablement des initiatives comme celle de Chris tournées vers la jeunesse. On essaye d'impulser, d'inciter nos partenaires à se mettre aussi dans la roue du tour autour de ce qu'on veut promouvoir comme action forte. On s'est donné comme raison d'être de mettre du sport dans la vie de nos audiences, aussi bien des populations qui en sont exclues, comme des populations défavorisées ou des populations handicapées, que de façon non discriminée. Et la jeunesse, c'est une cible particulièrement importante. Donc, certains partenaires la travaillent au travers de leurs activations. Et Chris, c'est un très bon exemple à ce niveau-là. Et vous avez un programme qui s'appelle Savoir rouler à vélo? Alors, ce n'est pas notre programme, c'est un programme gouvernemental, mais on est membre fondateur. On l'accompagne. On considère que le Tour a une mission aussi de promouvoir la cyclabilité au quotidien. Et cette cyclabilité commence par l'apprentissage du vélo. Donc, depuis 2018, on fait en sorte d'accompagner la jeunesse, aussi bien avant le Tour de France, pendant le Tour de France et après. On a différentes opérations fortes. Par exemple, depuis 2018, c'est plus de 500 000 enfants qui ont été accompagnés à la mobilité à vélo, notamment autour du savoir rouler à vélo. On a un partenariat de mécénat avec la Fédération française de cyclisme pour l'aider à développer ce savoir rouler à vélo auprès des enfants. Sur nos fan parks, on organise ce qui s'appelle les ateliers du Tour pour accompagner les enfants, les familles notamment en marge des étapes du Tour, à apprendre à monter sur une bicyclette, mais aussi d'autres enjeux comme la sécurité routière, comme la réparation, des choses comme ça. C'est un programme qui se veut inclusif, mais dans quelle mesure il est inclusif? Inclusif, puisqu'on travaille aussi avec les collectivités pour cibler des quartiers prioritaires, pour accueillir en lien avec des associations comme le Secours populaire, des populations qui n'ont pas forcément cet accès au vélo. On a un programme aussi inclusif autour du savoir rouler, au-delà du savoir rouler à vélo. On offre des vélos. On offre des vélos à des gens à des jeunes qui n'en ont pas forcément au quotidien et qui ne savent pas en faire. Donc on a offert plus de 5000 vélos depuis qu'on a lancé ce programme-là. En France, essentiellement avec le Secours populaire, sur des quartiers défavorisés, des populations défavorisées, avec la Fondation Anaïs également sur des populations handicapées, et à l'étranger avec une association africaine qui s'appelle Kubeka, qui permet à des jeunes sud-africains pour l'essentiel de se rendre à vélo de leur domicile jusqu'à leur école, puisqu'ils ont un problème de distance entre où ils vivent et leur école. Il y a des endroits assez éloignés où les écoles sont assez éloignées. Le vélo permet de s'émanciper et donc d'avoir accès à l'éducation. Vous avez des actions sur le savoir rouler, aussi sur le savoir nager? Alors non. J'ai tenté, parce qu'il y a tellement d'épreuves que... Non. Alors vous avez parlé du Dakar, on a parlé du marathon de Paris, mais on n'est pas encore sur la natation. Il y a quelques triathlons chez ASO, j'imagine. Mais vous faites bien de le dire, c'était un programme important de l'ancienne ministre Roxana Maracineanu, bien sûr, même très attachée, très attachée au savoir nager, qui est très important également. On a parlé effectivement de bon nombre d'actions éducatives justement sur le Tour de France, et notamment des actions impulsées par Chris. Je crois que l'année dernière, vous avez formé de jeunes journalistes, il me semble. Oui, alors là, on rentre en effet dans ce qui se passe pendant l'étape en blanc. Plus précisément, je vous ai répondu sur le pourquoi, mais le comment, je ne l'ai pas vraiment raconté. L'étape en blanc, c'est une journée qui est dédiée vraiment à la jeunesse, avec l'aide d'ASO d'ailleurs, qui nous aide bien à nous donner de la visibilité ce jour-là plus particulièrement. Ce jour-là, en fait, et en amont de cette journée, on a formé un certain nombre de jeunes de la FEV, mentorés, donc ils viennent avec leur accompagnant. Les binômes, Ils ont eu la chance cette année, ces binômes, d'être formés la semaine dernière avec un grand champion qui s'appelle Pierre Roland, qui est venu leur parler de vélo. On travaille également avec des influenceurs. Là, on travaille avec Monsieur Célie, qui est bien connu d'un certain nombre de jeunes sur les réseaux. Et en fait, ils les ont briefés pour un peu les mettre dans la peau d'un cycliste, et Monsieur Célie dans la peau d'un photographe reporter. Et ces jeunes, on va leur donner une mission pendant le Tour, et plus spécifiquement pendant l'étape en blanc, on va leur demander d'être nos yeux et nos oreilles, et d'aller interviewer comme des jeunes reporters ce jour-là, du village Vépar à l'arrivée, tout l'écosystème que nous proposera de nous offrir ASO à travers les portes qui nous ouvrent, et de nos champions. C'est top. Illustration l'année passée avec Maya.
Qu'est-ce que tu fais là? Je me déstresse. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Maya lors d'une formation pour devenir la plus jeune journaliste de France. Oui, à 9 ans. À la fin de la journée, elle m'a offert ce stylo orange. Et là, tu peux le garder. Elle m'a offert un stylo. Aujourd'hui, Maya réalise son rêve et commence sa première journée en tant que journaliste sur le Tour de France. On va partir sur les routes pour aller voir la caravane passer et on va aller interviewer les gens. On est chaud? Oui, je suis pas tatou. Là, le but du jeu, c'est de rentrer avec un maximum de cadeaux. Oui, voilà. Le Bob! Maya, oui, dans 15 minutes, les coureurs passent. À 15 minutes maintenant pour prouver que t'es une vraie reporter. Bonjour. Bonjour. Depuis quand vous regardez et vous supportez le Tour de France? Chaque été, on le regarde un petit peu, oui. Soit à la télévision, soit à Gênes quand il passe. Ah ouais, j'adore, je regarde tout le temps, tous les ans. Dans les Pays-Bas, tout le monde fait le vélo. Il y a plus de vélos que gens. Allez, sur 10, tu te notes combien là? 10. 10? Moi j'aurais donné 11. Là, ils sont là, ils sont là, ils sont là! On a pensé quoi là? Incroyable. Ça fait chiou, 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 chiou. C'est la fin de la journée là. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Elle était trop bien. Mouah. Tu m'as offert un cadeau la dernière fois, c'était un stylo. Regarde, ça a un accès pour aller partout. Du coup, je te le laisse. Bon, on check ça dans 10 ans, journaliste? Ouais. Yes, c'est parti. Bruno, c'est exactement l'objectif, c'est exactement justement l'essence de ce que vous aviez en tête. C'est totalement ça. Voilà, ça sera prolongé, ça sera amplifié. Parce qu'à la base, c'est des one-shot, et puis on se dit quoi, si ça marche, pourquoi pas essayer de l'instaurer, de l'institutionnaliser? On a forcément essayé la première année, ouais. Mais nous, on s'inscrit dans la durée. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est une action, j'ai envie de dire, sincère. On a un peu la conviction, et totalement la conviction que chez Chris, que les marques, elles peuvent dépasser leur mission marchande et de santé chez nous pour s'inscrire aussi dans des projets sociétaux. Et ça nous tient à cœur. Donc en effet, c'est la 4e année et on confirme. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et direction Pordic, dans les Côtes-d'Armor, avec une initiative qui vise à faire découvrir le cyclisme sur piste aux plus jeunes. Oui, il s'agit des Mercredis populaires, une initiative qui s'inscrit dans un projet plus large porté par l'Association pour l'animation et le développement de la piste, l'AADP, est implantée depuis plus de 50 ans dans le paysage cycliste costarmoricain. Elle a d'ailleurs vu passer une poignée de champions et championnes et poursuit aujourd'hui son travail en s'adressant à la relève via notamment ces fameux mercredis après-midi désormais dédiés aux jeunes cyclistes du département. L'objectif est de leur ouvrir la piste, de leur faire vivre une première expérience encadrée et accessible. Les épreuves sont organisées pour les catégories U11, U13 et U15, exclusivement sur vélo de route. Pour info, ces catégories regroupent les jeunes cyclistes âgés respectivement de 9-10 ans, 11-12 ans et 13-14 ans. Au programme, un 125 mètres départ arrêté, une course en peloton et des séries de vitesse. L'idée n'est pas seulement de performer, mais surtout d'apprendre, de progresser et de prendre confiance sur un vélodrome. La première manche s'est tenue le 9 avril. Elle a réuni 40 jeunes cyclistes issus de 8 écoles du département. Julien Simon, ancien coureur professionnel, était présent. Il a notamment assuré la remise de médailles, un moment toujours mémorable pour les participants. Pour mieux comprendre la genèse des Mercredis populaires, je vous propose d'écouter Jacques Guémard, président de l'AADP. Lors d'une précédente réunion de la commission régionale de la piste, nous avons émis l'idée de remettre au goût du jour un remake des samedis populaires, qui avait bien fonctionné dans les années 90, action initiée à l'époque par Alex Pontet, pistard renommé et CTR au comité de Bretagne de cyclisme. Depuis 10 ans, sur le vélodrome Jacques Prigent à Pordic, la fréquentation a chuté, diminuant du tiers de pratiquants, 6 au lieu de 18. Une logique déclinaison de ce que l'on rencontre au plus haut niveau. Benjamin Thomas étant l'arbre qui cache la forêt. Notre réflexion étant de faire revenir nos jeunes vers la pratique de la piste afin de refaire un réservoir de futurs talents. Nous avons mis en place les mercredis populaires ouverts aux U11, U13 et U15. Un petit cours de pédagogie pour leur apprendre les bases de la piste, le couloir du sprinter, les différentes lignes, la sécurité dans la pratique. Garder sa ligne, ne pas se détourner, entrer et sortir de la piste.
Un élément important, la piste est un lieu sécurisé, pas de présence extérieure. Les jeunes cyclistes peuvent pratiquer en totale sécurité. Le but est de retrouver de nouveaux pratiquants avec une prise de conscience de leurs éducateurs de club qui oublient facilement l'intérêt de la complémentarité avec la route. Bruno, Thomas, Jacques Kemar évoque une forme de désamour de la jeunesse, en tout cas pour le cyclisme sur piste. Vous, ce n'est pas du tout ce que vous constatez ? Pas du tout. Alors déjà, il suffit de venir sur le Tour de France pour constater qu'on a un public très familial, très jeune. Aussi, les gens qui regardent la télévision, à France Télévisions, le direct, on a la chance d'avoir près de 4 millions de téléspectateurs chaque jour. La piste, c'est peut-être différent. Nous, plus niche. Peut-être, mais en tout cas, le cyclisme sur route. La Bretagne, c'est aussi une terre de vélo. C'est une terre de vélo, la Bretagne. Donc on aura la chance de voir le départ le grand départ du Tour de France féminin qui partira de Bretagne, Tour de France femmes avec Zwift, de son appellation officielle. Et c'est vrai qu'on a toujours énormément de monde sur le bord de la route. Des amours, non, je pense pas. Après, il y a eu l'effet JO. Enfin, je pense qu'ils ont été aussi très suivis dans les Jeux Olympiques. Effectivement, le cyclisme sur piste, à mon avis. Je sais pas. Oui. Alors c'est vrai que ce sont peut-être des sports qui vivent plus sur les années tous les 4 ans olympiques, mais malgré tout, le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines était plein tous les jours, comme vous le disiez. Donc non, le vélo et notre défi, c'est aussi de faire le lien entre le vélo de compétition et la bicyclette du quotidien. C'est certain que tous les amateurs de cyclistes du quotidien qui enfourchent leur Vélib pour les Parisiens ou leur vélo partout en France sont pas forcément tous amateurs de cyclisme de compétition. Et nous, comme on est l'épreuve reine du cyclisme de compétition, notre défi, c'est de faire ce lien-là. Et donc, c'est ce qu'on s'efforce à faire aussi au travers des programmes de promotion de la cyclabilité avec la jeunesse, dont le savoir rouler à vélo, pour que ceux qui utilisent leur vélo au quotidien pour aller à l'école, par exemple, regardent le Tour de France au mois de juillet ou viennent le voir passer. Est-ce que vous adressez aux jeunes filles notamment, parce que ça reste une discipline bien sûr. Alors, discipline très masculine, pas tant que ça. En termes de représentation, en tout cas, c'est indéniable. On a relancé un Tour de France féminin, Tour de France femmes avec Zwift depuis 2022. Énormément de public sur le bord de la route, des grandes championnes. Pauline Ferrand-Prévot qui vient de gagner Paris-Roubaix par exemple, qui a été championne olympique de VTT. Donc voilà, ça reste à construire, c'est sûr, pour le densifier, mais les petites filles sont les bienvenues comme les petits garçons dans les clubs de cyclisme. Quelles sont les valeurs que vous partagez justement avec les cyclistes, féminines et masculins? Je vais rebondir sur cette vraie question qui a été posée. Nous, on est un plus humble partenaire sur le Tour de France féminin, mais on est partenaire en fait du collectif de la meilleure équipe. Et votre question elle est intéressante parce qu'elle soulève en effet la différence qu'il peut y avoir d'éducation à la base entre des jeunes garçons et des jeunes filles. Et on a lancé une étude l'année dernière pour mieux soutenir le discours qu'on a envie d'apporter, notre humble contribution au Tour de France féminin. On s'est rendu compte à travers cette étude autour de la confiance qu'en effet il y avait un désert, il y a un écart phénoménal. Les femmes, de manière générale, les jeunes filles, ont peur de faire du vélo parce qu'en fait, on leur a pas appris à réparer, on leur a pas appris à faire du vélo comme on apprend à un jeune garçon à 4 ou 5 ans. Elles sont moins en confiance, c'est ce que révèle l'étude, bien moins en confiance sur les routes de vélo. Pour ces raisons de sécurité, pour les questions d'agression, pour des questions... Et donc, en fait, elles cherchent à rouler en collectif, et nous, ça nous intéresse, le collectif. Et à notre niveau, du coup, chaque année, de la même manière qu'on fait l'étape en blanc, on fait une opération qui s'appelle Confiante à vélo, pédaler ensemble, ça donne confiance. Et pour promouvoir le cyclisme féminin, ne serait-ce qu'amateur, et encourager les jeunes filles à rouler en mixité dans des rides qui sont organisés par une association qui s'appelle Les Bornés, que vous connaissez sûrement chez ASO, qui est une belle association également et qui encourage ces femmes à faire des sorties en collectif parce que ça donne plus confiance de sortir à plusieurs. Quel est le potentiel du cyclisme féminin ?
Très important, il suffit de regarder les audiences des courses féminines. Comme le sport féminin, il est important. Paris-Roubaix, par exemple, au moment de l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévôt, il y avait 2 millions de téléspectateurs qui regardaient France Télévisions, donc on est sur des niveaux d'audience très importants. Nous, on pense aussi que pour développer la pratique, il faut qu'il y ait davantage de courses. On y prend notre part comme organisateur. Il faut des têtes d'affiche, j'imagine, et puis voilà, il faut une identification. Il faut que les petites filles sur le bord de la route, quand elles voient passer les coureuses, elles puissent se dire, rêver, pourquoi pas, de devenir elles-mêmes coureuses cyclistes. Marion Rousse, qui est la directrice du Tour de France femme, nous disait que quand elle était enfant, gamine, elle faisait du vélo, mais elle s'identifiait à des coureurs hommes, parce qu'elle n'avait pas les femmes le sportif n'avait pas suffisamment de visibilité. Aujourd'hui, les petites filles sur le bord de la route, elles peuvent rêver en voyant des Pauline Ferrand-Prévôt. C'est Alix qui regardait le Tour de France plus jeune, pendant ses grandes vacances. Quel bon souvenir. Oui, non, mais on verra, ça peut changer. Par contre, je tiens à préciser quand même que je fais du vélo au quotidien, donc ça n'a rien à voir. Tu vois, ça t'a marqué quelque chose. Ça n'a rien à voir. Vélo santé. Et je suis très à l'aise. Sport santé. Non, sur le plan des initiatives menées, il y a aussi la dictée du Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, la dictée du Tour, c'est une initiative qui a été créée à l'initiative de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Il voulait faire ce lien entre l'éducation et la jeunesse. Ancien journaliste. Ancien journaliste. Par le journalisme, on va y revenir. Donc, c'est la 8e édition cette année. Il y a eu 35 000 enfants, jeunes de 9 à 12 ans qui ont participé dans plus d'une soixantaine de collectivités au travers la France. L'idée, c'est de regrouper ces enfants, parfois dans des gymnases, des mairies, des salles des fêtes, pour leur lire un article de presse qui parle du Tour de France, souvent un article de presse local, qui est lu par un ambassadeur local, souvent un sportif, et donc de faire une dictée, donc un concours d'orthographe. Tous les participants, évidemment, repartent avec un cadeau lié au Tour de France, une trousse, un stylo, mais les plus méritants, ceux qui ont fait le moins de fautes, sont invités sur le Tour de France. Donc on invite pour chaque site étape 8 jeunes garçons-filles. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a parfois un peu plus de filles que de garçons. Donc au niveau orthographe, probablement que les filles sont un peu plus douées. Mais voilà, c'est aussi... Ça se fait bien en amont du Tour de France ou ça se fait le dernier week-end de mars. Ah d'accord, ok. Dernier week-end de mars. Et donc ça donne lieu à des résultats qui sont annoncés au mois de mai. Et ensuite, on accueille les enfants avec leur famille sur le Tour de France pour leur faire vivre l'épreuve dans les coulisses sur chaque site départ et arrivée. Et qui peut participer à cette dictée ? Comment est-ce qu'ils sont Cette dictée, elle est organisée concrètement, logistiquement par les collectivités accueillantes. Donc c'est elles qui, en lien avec nous, ouvrent les portes de leur gymnase, de leur mairie pour accueillir les écoles, en lien avec leurs écoles, évidemment, en lien avec le rectorat. Ah oui, donc c'est dans toute la France. C'est dans toute la France, Ce ne sont pas tous les écoliers de 9 à 12 ans, mais cette année, il y avait quand même 35 000 personnes et depuis 8 ans, on en est à 170 000 participants. Donc ça commence à faire pas mal de jeunes qui ont bûché sur un article du Tour de France. Et une fois sur le Tour, qu'est-ce qu'ils ont la possibilité de faire ? Alors les 8 gagnants et gagnantes sont invités dans les coulisses de l'événement. Donc on a un encadrant qui est dédié à ça, qui leur montre les différents métiers, qui les fait interagir avec les coureurs. Ils ont vraiment des accès prioritaires. Donc souvent, comme ils ont gagné un concours, ce ne sont pas forcément des fans du Tour de France. Ouais. Mais en revanche, l'idée, c'est qu'ils repartent le lendemain et les convertir. Un peu comme vous avec votre grand-père. Mon oncle, le pauvre. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse, mon cher Thomas, mais... il y a combien de personnes qui bossent chez ASO pour le Tour de France ? Déjà, j'imagine qu'à chaque fois, c'est d'une année sur l'autre. Ça met un an pour organiser ? Oui, alors ça met un an, mais parfois même sur 3 ans. Parce qu'on annonce les grands départs, l'endroit d'où part le Tour de France, parfois plus d'un an à l'avance. Ouais. Donc, ASO, c'est 300 collaborateurs. Sur le Tour de France, on est 100 permanents dédiés au travail à l'événement. Et après, on a 300 qu'on appelle nos équipiers, des intérimaires. Et au-delà de ça, la caravane au global, si on intègre tout le monde, y compris les partenaires et les médias, ça représente 4500 personnes. Voilà, c'est ça. C'est juste une ville, c'est énorme. Et vous, Bruno, ça représente combien de personnes, du coup ? Ça représente, alors il y a une mobilisation d'une équipe, on va dire, qui encadre logistique d'une vingtaine de personnes. D'accord, c'est conséquent. Des partenaires, oui, parce qu'on propose des hospitalités, mais ensuite, compte tenu des gens qu'on reçoit sur les tours, c'est une bonne, je dirais qu'on reçoit bien 300 à 400 personnes. Merci à tous les deux. Merci. Et bon Tour de France. Merci encore d'être venu nous voir aujourd'hui. Bruno Sancier, directeur de la marque Chris, et Thomas Cariou, qui est directeur RSE chez Amaury Sport, organisation Tour de France, vous l'avez compris, ou encore le Dakar. Merci à tous les deux. Alix se retrouve demain. À demain. Merci, à demain. Merci. Excellente journée. Ciao.